Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est un point lecture. Alors je m'excuse par avance, c'est un point lecture qui va être un peu conséquent. En fait j'ai pas tourné, ça fait 3 semaines que je n'ai pas tourné parce qu'en fait on a eu c'est mon mari qui me monte mes vidéos et il a eu un problème d'ordinateur, il a tout perdu. Et il a perdu notamment le générique, donc c'est pour ça que vous voyez un nouveau générique. Il a perdu le logiciel de montage, donc le temps de tout reprendre, de tout refaire, ça a pris un peu de temps. Donc du coup je vais vous présenter un point lecture un peu conséquent, vous vous doutez bien, puisque j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, j'ai 7 lectures dont je voulais vous parler. Donc les 2 premières lectures, c'est les lectures de fin février. Et puis après vous verrez, c'est au mois de mars, on est au mois de mars, oui c'est ça, on est au mois de mars. Donc en fait les 2 premières lectures que je vais vous proposer, ce sont des lectures fantastiques, fantasy, et ensuite on part sur du thriller et de l'historique. Voilà, on va résumer comme ça. Le premier roman dont je vais vous parler, je vais passer vite parce que c'est un 4e tome. C'est Fureur de John Gwynne, c'est aux éditions Léa, c'est le dernier tome de la saga des Terres Bannies que j'ai adoré. Vraiment, lisez John Gwynne, c'est de la fantaisie très abordable. Alors c'est vrai que les tomes peuvent faire un peu peur. Le premier tome, il est vraiment excellent. Ils sont sortis, en plus je crois que les 2 premiers sont sortis en poche, donc vous pouvez y aller. C'est une fantaisie, en fait, alors c'est vrai que c'est un peu basique. On va avoir une fantaisie un peu manichéenne avec d'un côté le bien, d'un côté le mal, mais il mêle vraiment des choses très très intéressantes, notamment autour d'un personnage qui s'appelle Corban, qui au départ, vous vous en doutez, n'a pas du tout l'étoffe d'un chef. C'est un gamin qui va être désigné par une espèce de prophétie comme étant l'étoile vive, mais de l'autre côté, chez les méchants, il y a aussi un autre personnage qui se fait désigner comme étant l'étoile vive, et donc ces 2 univers vont s'affronter. Corban, c'est vraiment un personnage très très intéressant qui arrive à fédérer autour de lui tout un tas de peuples, que ce soit les géants notamment. Alors c'est de la très très bonne fantaisie. Ce 4e tome, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé en 3 jours. Il fait il fait 660 pages. En fait, une fois que vous plongez dans un univers de John Gwynne, c'est très difficile de s'arrêter, parce qu'il a une manière de procéder qui est très maligne, c'est-à-dire que ses chapitres sont très courts et chaque chapitre alterne entre... C'est un personnage différent en fait qui donne son point de vue, donc il nous balade à travers tout un univers, tout un monde, à travers le camp des uns, le camp des autres. C'est vraiment très très intéressant. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans cette saga, et je suis très contente de l'avoir terminée parce que c'était vraiment que du bonheur, que du plaisir. Donc je passe vite, c'est un 4e tome, je ne vais pas vous en parler, ce serait complètement idiot. En revanche, donc là on passe sur du fantastique avec Stephen King. Donc dans ma palle du mois de février, j'avais Bazar de Stephen King, cette édition, le livre de poche, dans cette très très belle réédition que j'ai lu avec... Mes livres se barrent, avec Géraldine. Oui, avec Géraldine on l'a lu. Attends, je sais plus, je fais tellement de lectures communes, je crois que c'était Géraldine. Et bah j'ai adoré. Alors, King, bon, c'est une belle bête, hein, on est sur presque du 900 pages. King, la patte de King, c'est de faire des digressions. Faire des chapitres où il nous présente en long, en large et en hauteur les personnages, où il fait des digressions, etc. Donc je vois souvent... Le reproche qu'on peut faire à King, c'est oui, là là, il aurait pu enlever 200 pages. Oui, mais c'est comme ça. King, quand il écrit, il sait pas faire autrement. Il sait simplement développer. Et moi, je trouve qu'il a vraiment un regard sociologique très pertinent, très fin sur la société américaine. Et encore une fois, il nous le prouve avec Bazar. Alors, qu'est-ce que c'est Bazar? Bazar, c'est une petite ville qui s'appelle Castle Rock, dans laquelle il se passe jamais rien. Il y a un shérif, alors je sais plus les noms parce que je l'ai lu il y a quand même déjà un bail. Il y a un shérif, c'est ça, c'est Alan Packborn, le shérif. Il se passe pas grand chose dans son bled. Et puis un jour il y a un type qui va arriver, qui va ouvrir un bazar qu'il appelle le bazar des rêves, une espèce de boutique qui fait un peu brocante, antiquité. Et ce type a une espèce d'aura, on sent bien qu'il est pas net ce type là, et en fait il va vous faire acheter, vous allez désirer
un objet qu'il va avoir dans sa vitrine. Alors les objets, ça part de la carte de baseball à collectionner, à une photo d'Elvis Presley, en passant par une espèce de vieux bout de bois qu'il prétend avoir récupéré sur l'arche de Noé. Voilà, ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas, chaque personne qui va franchir le palier de cette boutique va ressortir avec cet objet. Et une fois qu'il a acquis cet objet prend vraiment une valeur incroyable à ses yeux, à tel point qu'il est prêt à tuer pour défendre son objet. Cet objet en général ne coûte pas bien cher, et le propriétaire va vous demander en échange du prix d'achat un petit service, et ce petit service ça va être de jouer un tour à une personne de la ville. Alors le tour ça peut être quelque chose de bien innocent, glisser un message dans une boîte aux lettres, faire des farces. Sauf qu'en fait, à partir de là, tout va s'enchaîner. Et les tours qui paraissaient bien innocents vont devenir des tours très cruels. Et ça va mettre le feu aux poudres et ça va mettre la ville à feu et à sang. Avec ce désir toujours de vouloir protéger cet objet qu'on a acquis, cette espèce de tour, cette blague qui finalement est une mauvaise blague, qui tourne court, qui tourne mal. C'était vraiment super bien. J'ai adoré. Alors attention, il y a des scènes très très violentes, très trash, parce que certains personnages vont en venir à se tuer, à se bagarrer, etc. C'est une espèce de critique du consumérisme américain très pertinente, très fine. Le personnage le propriétaire, je me rappelle plus comment est-ce qu'il s'appelle, c'est Gaunt, son nom c'est Gaunt Leland, c'est ça, Gaunt Leland. En fait, m'a fait beaucoup penser, alors c'est bien sûr, c'est tout de suite une image du diable, mais m'a fait beaucoup penser lorsqu'il fait promettre à la personne qui achète de jouer un tour. Ça m'a fait beaucoup penser à Faust, au pacte faustien. C'était vraiment très très intéressant. Et là encore, moi je me suis régalée. Alors oui, il y a des longueurs, mais bon, quand on connaît King, on sait où on met les pieds. Et je suis très très contente d'avoir lu ce classique de la littérature. Je ne sais pas s'il y a un adjectif pour King. Kingienne. C'était vraiment trop bien. Voilà. Encore une fois, du grand King. Je ne me suis pas ennuyée un seul moment dans cette lecture. Je passe cette fois-ci au thriller. Alors, j'ai lu Les enfants qui blessent de Eva Björk et Guise de Tir, c'est aux éditions La Martinière. J'ai les épreuves non corrigées ici. Donc on est dans du thriller, c'est pas vraiment du thriller, non, c'est du polar islandais. Alors moi ça m'a pas gêné, hein, mais alors c'est très très lent en fait, c'est hyper lent. Donc si vous voulez un polar qui a du rythme, ne lisez pas ça parce que vous allez vous ennuyer. On est vraiment dans quelque chose de très très lent. C'est le 4e tome de la saga Elma. C'est Elma la fille ou Alma, je sais plus. C'est Elma, c'est ça. J'ai pas lu les 3 précédents, mais ça gênait pas. Donc en fait, on va être avec Elma qui est enquêtrice, qui est mariée à Saevar, je sais pas comment ça se prononce. Ils viennent d'avoir une petite fille et c'est Saevar qui prend le congé paternité, qui reste à la maison pour s'occuper de leur fille, tandis que Elma retourne au travail. Et on va l'appeler sur les lieux d'un crime. Dans une espèce de petite maison au milieu des bois, on a retrouvé le cadavre d'un homme et puis une étrange inscription sur le mur qui va mettre Elma sur la piste religieuse, puisque c'est un rapport avec la religion, et sur la piste d'un ancien camp de vacances, colonie de vacances, où on priait, etc. Voilà, donc c'est une enquête somme toute hyper classique, il n'y a rien de révolutionnaire. Après moi ce que j'ai beaucoup aimé dans ce bouquin, c'est qu'on est plongé au cœur de l'Islande, et ils ont beau être européens scandinaves, c'est quand même une culture complètement à part et on peut être désarçonné par certaines choses du quotidien. Et c'est ça que j'aime bien en fait, c'est qu'on rentre dans le quotidien de ce peuple, de cette population, de cette nation. Et je trouve ça hyper intéressant de voir la manière qu'ils ont de vivre en Islande. Voilà, c'était vraiment très intéressant parce qu'il y a des choses qui pour eux sont quotidiennes et sont très banales. Par exemple, ils vont
se baigner, vous savez, dans les sources d'eau chaude. Nous, ça nous fait rêver. Voilà, quand on imagine l'Islande, on pense à ça, mais en fait, pour eux, c'est le quotidien, c'est leur quotidien. J'aime bien, en fait. Il y a un côté très sociétal qui est très intéressant dans ce genre de livre. Le thriller, après, enfin, le polar, l'enquête, elle reste hyper classique. Ça m'a pas transcendé, mais j'ai bien aimé la plume de l'autrice, et vraiment simplement pour le voyage en Islande, j'ai trouvé ça super sympa. Voilà, donc je me dis peut-être que je lirai les premiers, parce que c'était chouette, juste pour être baignée dans cette atmosphère islandaise. Ensuite j'ai lu, alors je le mets dans les polars, c'est à la limite du contemporain. L'héritage sans nom de Ellen Gustafsson, c'est aux éditions Galmester. Il est sorti au mois de février. Alors, c'est un... Oui, il y a une enquête quand même, donc on va le mettre dans les polars. On est avec une jeune fille qui s'appelle Elisabeth. On est dans les années 90 et en fait, elle est un peu... Elisabeth, elle est un peu en surpoids. Elle a jamais eu de petits copains, etc. Et elle est invitée à une fête de fin d'année au bord d'un lac avec des filles et des garçons. Alors les filles sont les cheveux longs, sont très très belles, sont bronzées, etc. Les garçons, on boit de l'alcool, on fume. Et puis Elisabeth est très attirée par un des garçons. Et en fait, on va la faire boire, on va lui faire consommer la drogue sans qu'elle le veuille véritablement. Et en fait, elle va s'apercevoir qu'elle a été violée. Et il va se passer quelque chose lors de cette soirée d'irréversible. Voilà, je vous le dis pas parce que je trouve que ce serait pas sympa de vous déflorer l'intrigue du début. Et on va se retrouver 10 ans, 20 ans plus tard, je dirais, dans peut-être 15 ans plus tard, où un gynécologue de renom dans la petite ville où habitait Elisabeth est retrouvé assassiné. Et donc c'est le policier Lars Lucassen, donc il me semble que c'est un deuxième tome d'une saga. C'est Lars Lucassen qui va donc mener l'enquête et qui va s'apercevoir très rapidement qu'il y a un lien entre forcément la fête qui s'est déroulée 15 ans avant et l'assassinat de ce gynécologue. Je ne m'attendais pas du tout à la thématique que va développer l'autrice, parce qu'on part sur l'affiliation, je n'en dirai pas plus. On part sur le thème de l'affiliation, de l'héritage par le sang, j'en dirai pas plus, et c'était très intéressant de suivre cette enquête. Là encore, c'est un rite, c'est du polar scandinave, donc elle est norvégienne, hein. Je crois que c'est Norvège, oui c'est ça. Donc ça prend son temps, il n'y a pas un rythme, c'est pas un thriller, hein. Il y a vraiment une enquête, ça prend son temps, etc. Ça part dans une direction quand même avec une espèce de twist au milieu du bouquin que j'avais pas vu vraiment venir. Il y a des histoires de désir d'enfants qu'on ne peut pas avoir. Il y a des histoires d'amitié. Et puis il y a cette thématique qui était très très intéressante que je vous laisse découvrir si jamais vous avez envie de lire ce livre. Voilà, mais ça prend son temps. C'est comme Les enfants qui blessent. On n'est pas dans un thriller très très haletant. Il y a une enquête, etc. Tout ce qu'il y a de plus banal. Et puis là, on va déterrer. Là, on est plutôt sur des secrets de famille, en fait. Hein. Donc c'était... j'ai bien aimé. C'est polar à la limite du roman noir. C'était très intéressant. Et j'aime bien parce qu'il y a une petite tonalité quand même un peu féministe qui était avec cette histoire de viol au début du récit. La culpabilité que peut ressentir la victime qui était vraiment très très bien développée. Le dernier polar que je vous présente, c'est un coup de cœur. C'est 8 crimes parfaits de Peter Swanson, toujours aux éditions Galmester dans leur collection Totem. Moi j'avais acheté une édition limitée que je trouve vraiment magnifique. On est dans du... Non, oui, c'est à la limite du cozy mystery, mais alors j'ai adoré ce bouquin. Nous sommes dans une ville, alors je crois que c'est au nord des États-Unis parce qu'il fait très froid, on est dans l'hiver, il y a de la neige, et on est avec Malcolm qui a une librairie spécialisée dans le polar. Dans le polar, le thriller, il ne vend que ça. Et un jour, il va avoir la visite d'une agent du FBI qui va lui dire que quelques années auparavant, sur le site de la librairie, il tenait un blog à l'époque
dans lequel il avait fait un article sur 8 crimes parfaits en s'inspirant des crimes parfaits qu'il avait lus dans la littérature noire, dans la littérature, dans le thriller, dans le polar. Et en fait, cet agent, elle a deviné, elle a commencé à comprendre qu'il y avait un type, un serial killer, qui s'inspirait justement de cette liste pour commettre ces meurtres. Elle fait appel à l'expertise de Malcolm pour essayer de mettre la main sur cet individu. Alors, il est vrai que le présupposé du départ est un peu, moi j'ai trouvé un peu tiré par les cheveux. Mais en fait, on s'en fiche. Parce qu'on est avec Malcolm dans sa librairie, il fait froid, il neige. J'aime bien parce qu'il habite pas très loin de la librairie, dans un appart sous les toits, avec son chat, avec ses bouquins. Et en fait, c'est ça que j'ai adoré. J'ai adoré. Il y a plein de références de livres. Alors attention, on vous spoil pas mal de bouquins, de classiques du polar, du thriller. Mais moi ça m'a pas gêné, ça m'a donné envie justement de découvrir des livres dont il était question dans ce bouquin, et j'ai adoré en fait l'ambiance, parce que l'enquête concernant ce serial killer, moi ça m'a pas passionnée, elle était au second plan pour moi. Et moi ce que j'ai adoré dans ce livre, c'est vraiment l'ambiance de la librairie, comment est-ce qu'il va mettre en relation des crimes qui ont été commis avec des crimes commis dans des romans noirs, dans des thrillers, dans des polars, dans des romans policiers. J'ai trouvé ça vraiment bien fichu, j'ai bien aimé la plume de l'auteur. Et il va au quai du polar, j'y serai au quai du polar, et je pense que j'irai le voir pour lui prendre d'autres bouquins, parce que j'ai vraiment bien accroché avec ce livre. C'est vraiment une réussite pour moi. Et je termine avec mes 2 derniers romans qui sont du contemporain, on va dire, du historique contemporain. Donc, j'ai lu Le Chant d'Achille de Madeline Miller, c'est aux éditions Pocket. J'avais organisé une grande lecture commune sur Instagram. Nous étions très nombreux et nombreuses à lire ce livre. Alors, c'est un livre que j'ai eu du mal en fait au départ. Parce qu'au départ, donc, nous sommes avec les personnages mythologiques d'Achille et de Patrocle. On adopte le point de vue de Patrocle, qui était le meilleur ami, voire l'amant d'Achille. Achille, un héros que tout le monde connaît, qui a donné son nom au talon d'Achille, puisque selon la légende, sa mère Thétis, qui était une Néréide, l'aurait trempé dans un fleuve, elle l'aurait tenu par le talon, et seul du coup le talon n'était pas immunisé contre... Enfin, c'est ce qui crée sa perte. Donc ça, c'est la légende que moi j'ai appris à l'école, que j'apprends d'ailleurs que quand je suis en classe avec mes élèves, qu'on parle d'Achille, c'est la légende que j'apprends. Et là, Madeline Miller se base sur toute autre chose qui, je pense, est aussi... c'est pas qu'elle extrapole, mais c'est normal, elle tire la mythologie à elle pour broder, pour faire autre chose de très intéressant. Et en fait, on va se retrouver avec Patrocle, donc au début du roman, qui est un enfant chétif, mal aimé de son père, pas du tout sûr de lui, qui va être exilé. Donc en fait exilé, c'est-à-dire que son père le renie, et il va être accueilli à la cour de Pélée, qui est le père d'Achille, et c'est là qu'il va connaître Achille. Ça va commencer par une amitié sans borne, et puis le coup de foudre, et ils vont devenir amants à la vie et à la mort. Et ça, c'est le début du roman, qui ne m'a pas passionnée. J'ai pas trouvé ça... Alors c'était intéressant, parce qu'on parle de beaucoup de choses, mais ça m'a pas passionnée au début. Et puis à partir du moment où on commence à évoquer la guerre de Troie, là ça devient vraiment captivant. Et la seconde partie, on est donc en bas des murailles de Troie, et c'était vraiment super bien, parce qu'elle nous fait vivre en fait la guerre de Troie de l'intérieur, depuis le camp des Grecs. On a tous les épisodes très connus de la guerre de Troie qui rentrent là-dedans, notamment l'épisode très connu de la disparition de Paris, qui va se faire tuer et qui au dernier moment disparaît dans une espèce de nuage. Voilà, c'était vraiment très intéressant. Bien sûr, jusqu'à la mort de Patrocle, jusqu'à la mort de Paris, puisque ça termine là-dessus. Et même si on sait que la tragédie est enclenchée, et même si on sait qu'on va à la mort des héros, c'était vraiment très intéressant. J'ai bien aimé le fait que Achille soit présenté comme un personnage dont l'orgueil, alors c'est l'hubris chez les Grecs, démesuré, va le conduire à sa perte.
C'était... je comprends pourquoi il a eu un succès. C'était vraiment très très bien. J'ai même versé ma larme à la fin du livre quand j'ai lu le dernier paragraphe. J'ai trouvé ça très très beau. C'était excellent. Donc un début peut-être un peu fastidieux, mais une seconde partie vraiment excellente. Alors, le seul bémol que j'apporterai à ce livre, je pense que quand on est novice et qu'on ne maîtrise pas du tout la mythologie, et si vous n'avez jamais été... si à l'école on ne vous a jamais parlé de ces épisodes, c'est peut-être un peu compliqué à prendre en main. Moi je baigne dedans. Je baigne dedans parce que j'ai fait du latin au collège, j'ai fait du latin au lycée, j'en ai fait également à la fac, j'ai fait de l'histoire latine, l'histoire romaine, l'histoire grecque à la fac, et puis j'en parle avec... je ne vais pas dire que j'en parle au quotidien, mais j'en parle, je l'évoque régulièrement en classe avec mes élèves. Donc ça me parle, forcément, c'est un matériau qui me parle. Voilà, simplement, si vous ne connaissez pas du tout, si vous êtes novice, c'est vrai que la pléthore de personnages peut un peu vous décourager. Mais ça vaut vraiment le coup, c'est une excellente lecture. Et je termine par un roman que je vous conseille absolument, c'est un énorme coup de cœur. C'est ce livre, donc Le Cercle de Lady Tan de Lisa Si, que j'ai lu aux éditions Albin Michel, et que j'ai adoré. Nous sommes au XVe siècle, en Chine. Nous sommes avec Yung Shan, je pense que ça se prononce comme ça. Je suis désolée si je prononce pas bien, je m'en excuse par avance. D'ailleurs, il fait le point, pas sur ma tête, mais sur cette magnifique couverture. Qui est une jeune fille qui est plutôt issue d'une famille, alors pas noble, mais son père est fonctionnaire d'État, il gagne très bien sa vie, ils sont plutôt riches, ils vivent dans l'opulence. Son père a d'ailleurs plusieurs concubines, ou une ou plusieurs concubines, je ne me rappelle pas. Et Yunjan, elle va être appelée à faire un mariage, un beau mariage, donc on lui a bandé les pieds. Je vous laisse aller voir, taper sur un moteur de recherche, pieds bandés Chine, c'est horrible. Parce qu'en fait, il faut que les pieds soient les plus petits, c'est barbare, et qu'elle puisse exécuter la danse du lotus. Donc allez voir la forme des pieds, c'est vraiment ignoble. Donc elle a les pieds bandés et donc elle est appelée à se marier plus tard. Sa mère meurt et donc Yunshan va se retrouver avec un père qui prend sa concubine qui monte en fait, pas épouse mais bref, la concubine prend la place de la mère et Yunjan, sa chance c'est qu'elle va être envoyée chez ses grands-parents. Et ses grands-parents sont des grands-parents qui sont tous les deux médecins. Ils exercent la médecine chinoise. Et en fait, elle va apprendre, avec sa grand-mère notamment. Et elle va se rendre compte que les femmes sont, comme d'habitude, les grandes oubliées de la médecine. Et elle va apprendre, notamment, avec une petite fille qui s'appelle Mei Ling, enfin une petite fille qui a l'âge qu'elle a au début, donc 8 ans, dont la mère, elle, est sage-femme, et Mei Ling, elle accompagne sa mère accoucher les femmes. Et Mei Ling et Yujan vont se prendre d'amitié, celle qui vient du bas peuple, celle qui vient de haute extraction. Ce qui ne va pas empêcher Yunjan de devoir être mariée à un homme qu'elle ne connaît pas, bien sûr ça m'a arrangé. Mais elle va apprendre, elle va noter des choses dans un carnet, et en fait c'est sa vie. Voilà, on va suivre sa vie. Les 4 ou les 3 phases de sa vie. Oui, donc quand elle est petite, puis les jours de lait, puis jour d'épingle à cheveux. Et cheveux, ça c'est quand elle est adolescente. Et puis ensuite, lorsqu'elle est femme mariée, qu'elle va accoucher, il y a des scènes d'accouchement qui sont terribles, qui sont très intéressantes. Et puis on va même la suivre jusque dans sa vieillesse. Et en fait, on s'aperçoit que les femmes, elle le dit elle-même, en fait, sa grand-mère le lui répète, animal ou femme, n'oublie pas que tu es la propriété de l'homme. De toute façon, donc tu n'as pas ton mot à dire. Et Yung-Shan, on ne peut pas parler d'un roman où elle va s'émanciper, parce qu'il n'y a pas d'émancipation possible, mais elle va quand même entrevoir une espèce d'avenir où elle va devenir spécialiste de médecine pour les femmes. Alors attention, la médecine, c'est incroyable. Par exemple, le médecin, quand il vient consulter sa patiente, il n'a pas le droit de la voir, donc on met un paravent entre les deux. Et c'est quelqu'un qui fait l'intermédiaire, quelqu'un qui pose les questions du médecin à la patiente qui répond
voilà, ça fait comme ça en fait. Il n'y a pas de lien direct. Donc en fait, la patiente n'est pas examinée par le médecin. Ou alors on l'examine, on va poser pour prendre le pouls, on va poser un mouchoir sur le pouls et le médecin ne touche jamais sa patiente. Les accouchements, seules les sages-femmes peuvent accoucher les parturientes parce que le médecin ne doit pas avoir de contact avec le sang de sa patiente, sinon il est souillé. Enfin, c'est des choses complètement aberrantes. Mais elle le dit au début du roman, elle le dit, nous aussi dans notre médecine occidentale, il y avait des choses complètement aberrantes. Par exemple, saigner un malade, lui faire des saignées, donc le vider de son sang alors que le type est au bord de la mort. Bref, il y a des choses complètement aberrantes et puis il y a des choses, c'est beaucoup à base des plantes, donc c'est la médecine chinoise, hein, à base faire brûler de l'encens sur les points d'acupuncture, ce genre de choses. On apprend énormément de choses et c'est ça que j'ai adoré parce qu'on est avec un roman de femme, un roman féministe où on apprend énormément de choses parce que moi, en fait, vous me dites vas-y, fais une dissertation sur la Chine au 15e siècle, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien du tout. On apprend plein de choses sur le quotidien, c'est hyper documenté. Sur les concubines, sur les femmes, sur les épouses, sur la nuit de noces. Enfin, vous apprenez énormément de choses, mais c'est très 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 intéressant, avec quand même une intrigue, puisqu'on suit notre personnage jusqu'à sa mort. C'était vraiment bien. Je vous le conseille, c'est vraiment le livre que je vous conseille de lire. Lisa Si, que je ne connaissais pas, je vais me pencher sur ses autres œuvres, parce qu'elle écrit très bien, et alors, c'est d'une finesse, d'une documentation, et d'une intelligence vraiment incroyable. Donc lisez, c'est le Cercle de Lady Tan, c'est aux éditions Albert Michel, ça vient de sortir, j'ai adoré. Et en plus, la couverture de Jaya Miceli, je vous le lis, je la trouve vraiment sublime. Un super bouquin. Voilà, c'en est tout pour ce point lecture. Bah oui, c'était déjà bien. Je reviendrai pour je vais y arriver pour un book haul parce que je vous dis pas du coup ça fait 3 semaines que j'ai quand même pas mal de choses qui sont arrivées dans ma boîte aux lettres, donc je vais vous montrer tout ça, donc je reviendrai pour un book haul. En attendant, n'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram et puis n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés ou pas et si je vous ai donné envie de les lire. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!